Il n'y avait absolument aucun signe de problème ce jour-là. C'était une belle et claire journée. Le ciel était bleu, et une légère brise marine dérangeait la surface de l'eau et tirait les voiles. L'eau chantait « whoosh ». La jeune fille aux yeux célestes exposa joyeusement son visage au vent venant en sens inverse. Isnelda a été félicitée pour son anniversaire. Le plaisir dans ses yeux et les émotions sincères de joie l'ont submergée. L'homme a présenté à la jeune fille une boîte attachée avec un ruban. C'était son 12e anniversaire. Isnelda accepta précipitamment le cadeau. Elle tenait fermement la boîte, se réjouissant du cadeau de ses parents. Et ses parents ont ri avec elle. Un trois-mâts aux voiles blanches comme neige traversait la surface de la mer. Le bonheur semblait avoir été peint au pinceau sur la toile par un artiste magistral. Et il n'était pas clair si un jour aussi joyeux se reproduirait un jour dans la vie de la jeune fille. Soudain, l'eau est devenue sombre. Le ciel tonnait. La foudre traversa l'air. Les vagues frappent les flancs du navire, inondant son pont de milliers d'éclaboussures. La fille tremblait de partout. De peur, ses yeux se remplirent de larmes brûlantes. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. En larmes, elle a appelé sa mère. Le capitaine du navire, criant au-dessus du bruit du tonnerre et des hurlements du vent, ordonna à Isnelda d'aller rapidement chez papa. Il lui montra la direction. Sa silhouette se détachait sur fond d'éclairs. L'homme pressa la jeune fille de le suivre rapidement. Déjà, lorsque la jeune fille montait sur le pont, elle essayait de s'accrocher à quelque chose par peur. Mais sa main ne parvenait pas à trouver de soutien. Elle s'est enfuie, effrayée, sans comprendre où ni pourquoi. Elle était prise de panique. Un autre coup de tonnerre la rendit complètement confuse. À ce moment-là, un éclair frappa la proue du navire. Les vagues ont soulevé le navire et ont tenté de le faire chavirer. Le navire se balança brusquement sur les vagues d'Isnelda, perdant l'équilibre et tombant dans les éléments déchaînés. Bientôt, elle descendait déjà. Sa luxueuse robe en dentelle tirait traîtreusement la jeune fille vers le bas. Les poumons se sont progressivement remplis d'eau. Son esprit embrumé ne voulait qu'une chose, être à nouveau avec son père et sa mère. Le dernier élan de sa conscience fut un appel à l'aide. Et il n'y avait qu'une sensation de pression, comme si son corps était pressé de tous côtés. C'est ainsi que les parents de l'héroïne de notre histoire sont morts à bord du bateau de croisière El Ahayo, et toute sa vie insouciante et joyeuse a pris fin. De nombreuses personnes sont venues aux funérailles, mais parmi eux, aucun n'était vraiment triste. La cloche sonna de façon monotone. Ding-dong. Les gens partagèrent des rumeurs, que le navire a été complètement détruit et qu'aucun de ses passagers ou équipage n'a survécu. 2 cercueils recouverts d'un couvercle se trouvaient au milieu de la salle spacieuse. Isnelda portait une robe noire. Elle se dirigeait vers les cercueils, et les gens autour d'elle chuchotaient. Ils furent surpris que la jeune fille n'ait pas versé une seule larme. Après tout, ses parents sont morts et elle se comporte comme une enfant sans cœur. D'autres pensaient qu'elle était simplement sous le choc. Les gens pensaient que les cieux étaient impitoyables. Le père de la jeune fille s'occupait des orphelins, et sa fille unique est devenue orpheline lorsqu'elle était enfant. Mais s'il était un roturier, où avait-il obtenu l'aumône? Selon une rumeur, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit promu maître. On disait qu'il était candidat à un poste dans la tour magique. Un homme seul s'est assis à côté de l'orphelin. Il a demandé à la jeune fille, d'une voix inhabituellement douce et insinuante, de tout raconter à son oncle. Il lui a demandé si son père avait eu le temps de dire quelque chose avant de mourir. Il a affirmé qu'il ne pouvait pas partir sans rien transmettre à sa famille. La jeune fille resta silencieuse. L'homme lui serra l'épaule et l'attira vers lui. Elle bégaya et insista sur le fait qu'elle ne se souvenait pas beaucoup de ce qui s'était passé lors du naufrage. L'homme a demandé de ne pas lui dire qu'elle ne s'en souvenait pas. Il la secoua fermement par l'épaule et parla fermement pour qu'elle se souvienne soigneusement de tout. L'oncle a dit que si son père laissait un héritage important, ou au moins des livres secrets, alors il l'emmènera chez lui et elle pourra vivre en toute prospérité. Le visage de l'enfant exprimait la peur. Ses yeux et sa bouche étaient ouverts. Des larmes coulaient sur ses joues, et elle-même tremblait légèrement. L'homme a continué à lui tenir douloureusement l'épaule avec sa main. L'oncle a appelé la jeune fille par son nom, la sortant de son état de glace. Elle a commencé à répéter « Je ne sais pas », encore et encore. Elle s'est couvert la tête et les oreilles avec ses mains et a commencé à gémir. 2 hommes et une femme entouraient Isnelda de toutes parts. Ils demandèrent à la petite fille de ne pas se fermer à eux, mais de tout leur dire. Ils étaient sûrs qu'elle avait entendu quelque chose. Ils lui ont demandé avec qui elle avait décidé de vivre. Mais elle décida elle-même qu'elle en avait assez pour aujourd'hui. Elle ne voulait plus écouter personne. Contre le mur, un homme en tenait un autre par le col et menaçait de l'étrangler. L'oncle comprit qu'il ne savait rien de l'héritage.
Le premier a demandé ce que l'enfant demandait. Les hommes provoquèrent un tumulte autour d'eux. 2 prêtres marchaient le long du tapis et portaient un récipient contenant de l'eau et de l'encens pour la cérémonie funéraire des morts. Soudain, le plus jeune a accidentellement fait tomber le récipient contenant de l'eau sacrée des mains du prêtre et il s'est renversé. De l'eau coulait des cheveux d'Isnelda. Elle était assise dans une flaque d'eau toute mouillée. C'était juste une malchance qui commençait à s'abattre sur elle comme une boule. Le curé, inquiet pour la jeune fille, lui a demandé si elle allait bien, et les gens autour se mirent à chuchoter. Le cœur de notre héroïne a commencé à sortir de sa poitrine. L'eau lui a fait très peur. Elle se sentait dans les vagues de la mer qui menaçaient de la recouvrir tête baissée et de l'engloutir pour toujours dans leur monde. À un moment donné, elle ne pouvait plus respirer, et elle a commencé à appeler à l'aide. Ayant un peu réalisé qu'il ne s'agissait que d'une crise de panique, la jeune fille s'est enfuie de la salle d'adieu aux morts. Elle était pressée de sortir d'ici le plus vite possible. Il semblait que les chaînes l'envelopperaient et lui serreraient la poitrine avec une telle force qu'elle ne pourrait plus respirer. Son corps devenait lourd. C'était comme si des chaînes forgées étaient attachées à ses jambes, l'empêchant de faire un pas. 2 hommes et une femme formaient un groupe séparé. Ils entendirent le bruit d'une chute et tournèrent tout à coup la tête dans cette direction. Isnelda tomba au sol. Mais c'est à ce moment précis qu'un homme apparaît. Il se tenait à côté d'elle et lui tendit la main, lui proposant de la prendre. Puis tout s'est passé comme par magie. La jeune fille tendit la sienne en réponse, regardant l'homme avec de grands yeux bleus. La blonde a demandé à Isnelda si elle allait bien. Il portait un costume bleu avec un imperméable gris. L'orphelin se leva. Elle regarda maintenant l'homme avec confiance dans les yeux, et il lui a demandé pardon pour son retard. Isnelda trouvait sa pâleur étrange, même s'il avait l'air de s'être enfui. L'homme s'est mis à genoux devant la jeune fille. De l'eau coulait encore de sa robe. Il fouilla dans sa poche intérieure, en sortit, et lui tendit une pierre assez grosse, de la couleur exactement comme ses yeux. Et lorsque le minéral sur la chaîne s'est posé dans la paume de l'homme, des papillons avec des motifs bleus sur leurs ailes ont soudainement commencé à volter. Ces papillons commencèrent à tourner autour de l'enfant. Elle oubliait tout dans le monde et se réjouissait de ces créatures lumineuses, légères et fragiles. L'un des insectes s'est posé sur le doigt d'Isnelda. La jeune fille se sentit instantanément plus calme dans son âme. Elle a exprimé sa joie devant la douce créature. L'homme attachait une chaîne avec une pierre bleue aux cheveux de l'enfant. Elle avait un peu peur de ses mouvements clairs et assurés. Et bientôt Isnelda eut une décoration sur ses cheveux. L'homme a dit que c'était son cadeau d'anniversaire, mais elle ne savait même pas qui était cette personne. La jeune fille se souvint que son père avait dîné plusieurs fois avec ce monsieur. Il lui a demandé de rester ici pendant un moment. Et il m'a demandé de ne rien dire, quoi qu'il arrive. Le blond serra l'enfant contre lui. Je lui ai demandé de ne pas intervenir. Mais l'oncle de la jeune fille s'approchait rapidement. Il a dit grossièrement « Hé, vous !» L'homme se présente, Noah Azant. Il a insisté sur le fait qu'il était venu lui dire au revoir après avoir appris le décès de son professeur. L'homme grossier s'arrêta net. Il s'est avéré que c'était le même gars qui était entré à l'académie depuis l'orphelinat Crunchy. La blonde lui tendait un rouleau de papier, affirmant qu'il est désormais obligé d'accomplir la volonté du défunt professeur. Un homme pâle lut le dernier testament du défunt, tenant un parchemin devant lui. L'oncle de la jeune fille n'arrivait tout simplement pas à croire ce qui se passait. Il a crié qu'il ne comprenait pas pourquoi il agissait en tant que président du fonds. Il n'était pas d'accord sur le fait qu'il prendrait la totalité de l'héritage. Il pensait que cela était inacceptable alors que la fille et le frère cadet du défunt étaient en vie. Il a demandé ce qui arriverait à Isnelda. Et qui va s'occuper d'elle dans ce cas? Le blond affirma calmement que son interlocuteur, en tant que seul parent par le sang, était simplement obligé d'accueillir l'orphelin avec lui. Mais il pensait que cela n'avait plus rien à voir avec l'héritage. L'oncle de l'héroïne serra les poings. De rage, il ne pouvait pas répondre au moins quelque chose d'articulé. Il a attaqué avec agressivité l'élève de son défunt frère parce qu'il s'était présenté au mauvais moment pour annoncer le testament du défunt. Un immense salon luxueux avec un intérieur au ton blanc était complété par un piano au centre de la même couleur. Une petite table était dressée pour 2. La jeune fille avait un peu peur et un léger tremblement la parcourut. L'homme assis en face a demandé à Isnelda comment elle allait. La blonde portait aujourd'hui un costume blanc comme neige. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et ses mains semblaient bien soignées. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise avec confiance. La jeune fille sourit uniquement avec ses lèvres. Elle a dit à M. Azan qu'elle allait très bien. Le 22 février 549, c'était le 20e anniversaire d'Eunhae, et aussi le jour où elle a enterré ses parents. Et cet homme lui a tout pris.
Le serveur apportait des boissons sur un plateau. Un couteau coupait un steak de viande, la vaisselle et les couverts tintaient. Le restaurant était plutôt bondé à cette époque. Leur table était richement dressée. Il y avait un énorme homard au centre. Poulet, œufs, salade, entrées, desserts, sauces, bougies dans les candélabres, tout indiquait la richesse du client du restaurant qui avait commandé cette table. La jeune fille s'en coupa délicatement un morceau avec un couteau. Elle a dit que récemment, son cousin aîné Roel avait réussi l'examen pour devenir juge, et sœur Bella était tout inquiète à propos des fiançailles à venir. L'homme a assuré à Miss Isnelda qu'il était son patron et non quelqu'un d'autre, et il aimerait savoir si tout va bien pour elle. La jeune fille a confirmé que bien sûr, tout allait bien pour elle. Monsieur Azent a demandé si son allocation était suffisante. Il a admis avoir récemment entendu une rumeur selon laquelle son oncle, le baron Bantard, rencontrait des difficultés financières. La jeune fille porta un morceau de viande à sa bouche. Elle fut surprise par ce qui se disait. Après tout, c'est la première fois que j'entends parler de ça. L'homme y réfléchit. Il y a eu une pause dans la communication. Seuls les couverts tintaient. La jeune fille se demandait si elle devait demander à Monsieur Azent maintenant. L'homme avait un regard complètement illisible. Elle doutait que cet homme glacial répondrait à sa demande. Mais maintenant, personne ne pouvait l'aider comme lui. Noah Azent était l'une des rares personnes riches à gagner lui-même sa fortune. C'était un roturier sans grade ni poste. De plus, cet homme n'a pas dépensé cet argent pour lui-même. C'était un homme si vertueux qu'il a été directeur général adjoint du fonds de bourse d'études Crunche, qui vient en aide aux orphelins. La jeune fille comprit que maintenant lui seul pouvait l'aider. Elle jouait avec les gants sur ses mains à cause de la tension nerveuse. Elle a admis l'avoir contacté parce qu'elle voulait lui demander quelque chose. Isnelda lui rappela que dans un mois, elle aurait 19 ans. À partir de ce jour, elle deviendra adulte. Et j'aimerais commencer à gagner ma vie en lui demandant un travail. L'homme lui a demandé pourquoi elle souhaitait tant devenir indépendante le plus rapidement possible. Il regarda la jeune fille par-dessus ses lunettes. Isnelda a affirmé qu'elle ne voulait pas traîner au cou de son oncle et de sa famille. Après tout, ils ont pris soin d'elle pendant toutes ces années. Mais désormais, elle veut subvenir à ses besoins. Je pensais que ce serait bien de trouver un emploi par moi-même. Mais comme il connaissait de nombreux endroits de la capitale, elle pensa alors qu'il pourrait lui donner de bons conseils. L'homme a fait valoir que pour une personne aussi jeune qui a grandi dans une famille noble, il serait difficile de trouver un travail normal et sûr. Il l'a félicitée pour ses bonnes intentions. Il lui a demandé si elle en avait discuté avec son oncle. La jeune fille a assuré qu'elle le ferait plus tard, lorsqu'il a accepté de répondre à sa demande. L'homme posa sa fourchette sur la table. Il a précisé à la jeune fille que pour l'instant ce n'était que sa propre idée. Monsieur Azent a promis de trouver quelque chose. Il a résumé qu'Isnelda veut quitter la maison dans 1 mois et devenir indépendante. Je lui ai demandé si elle avait des souhaits concernant le travail. La jeune fille a affirmé qu'elle acceptait n'importe quel travail. Mais je voulais que ce soit stable et légal. J'ai demandé si j'avais besoin de la permission de mon oncle. L'homme a assuré qu'il n'avait aucune intention de lui proposer quoi que ce soit d'illégal. Et comme elle serait alors adulte, il n'avait pas besoin de la permission de son tuteur. Monsieur Azent a conclu qu'exactement 1 mois plus tard, le 22 février, le jour de sa majorité, il l'attendrait ici. Et si elle ne change pas d'avis, il conclura alors un contrat avec elle. Isnelda fut surprise. Elle a demandé si c'était vrai et dans quelles conditions cela sera-t-il. L'homme se levait déjà et repoussait sa chaise avec un bruit. Il a assuré qu'il ne pouvait y avoir aucune condition, mais elle devrait réfléchir à l'avance au salaire qui lui conviendrait. La fille fit la moue. Elle comprit que sa réputation de grognon avait fait des ravages. C'était typique de la plupart des gens riches. L'homme se dirigea vers elle à grands pas. Il lui a offert une boîte. Il s'est excusé que cette fois le cadeau n'ait pas été fait sur commande. Et il lui a offert des gants de la nouvelle collection de la marque Arsonova. Monsieur Azent ouvrit le couvercle de la boîte. Dans celui-ci, sur un oreiller en satin, reposait une paire de gants d'une couleur délicate et d'une finition soignée. L'homme a exprimé l'espoir qu'elle aimerait un tel accessoire. La jeune fille ramassa les gants qui lui étaient trop présentés. Ils étaient faits de fines dentelles blanches comme neige. Isnelda a remercié l'homme. Elle a déclaré qu'elle n'avait jamais vu d'aussi beaux gants. Je pensais qu'ils étaient très chers. La jeune fille pressa la boîte contre sa poitrine avec un sourire, et elle a modestement assuré à son interlocuteur qu'il n'était pas obligé de lui offrir des cadeaux à chaque fois. En plus, ils sont très chers. On aurait dit que mon père m'offrait un cadeau. Elle a précisé qu'il avait l'air vieux, mais il se comporte de la même manière, et elle rit de sa propre blague maladroite. Les gants étaient soigneusement repliés dans la boîte par les mains de la jeune fille. L'homme a demandé à Isnelda d'essayer le cadeau.
Je voulais m'assurer qu'ils étaient à la bonne taille pour elle. La jeune fille sourit. Elle a refusé d'accéder à la demande, assurant qu'il s'agissait d'un cadeau de M. Azant. Et bien sûr, il devrait arriver à temps pour elle. Elle posa le paquet sur la table avec un bruit sourd et demande à M. Azant de transmettre ses meilleurs vœux à Ed. Isnelda a regretté de ne pas avoir pu assister à la cérémonie de remise des diplômes, mais elle était très heureuse pour lui et lui a adressé ses félicitations de tout son cœur. L'homme a promis qu'il transmettrait tous ses souhaits avec des mots lors de leur rencontre. Il se tenait à côté de la table, non loin de son interlocuteur. Son cœur battait vite. Le ciel était peint en écarlate. Le soir approchait. La jeune fille a remercié M. Azant d'avoir accepté de la rencontrer aujourd'hui. Elle lui dit poliment au revoir. La jeune fille était déjà en train de saisir le portail pour quitter l'établissement. Mais l'homme l'a appelée. Il a demandé à Miss Isnelda si elle était heureuse. Elle se retourna à sa question. Le vent soufflait sur ses longs cheveux bruns et ses vêtements. Les yeux couleur ciel étaient tristes. Dans ses mains, elle tenait les poignées du sac cadeau. Elle répondit « Bien sûr, monsieur Azant, je suis très heureux. » Isnelda a quitté le territoire par la porte, et l'homme s'est occupé d'elle. Il remarqua sa belle robe en dentelle, emballage griffé avec une nouvelle paire de gants. Il était étonné de voir à quel point la vie d'une fille pouvait être belle et idéale. Isnelda ouvrit les portes de la maison. Dans le couloir, les domestiques tournèrent seulement la tête à son apparition. Ils récompensèrent chacun la jeune fille de leur regard oblique et hostile. La fille a dit qu'elle était déjà revenue, et elle se dit qu'il ne lui restait plus qu'un mois à endurer. Et elle s'est promis qu'elle pourrait supporter encore un mois de cet enfer, dans l'espoir d'être bientôt libérée. Une fille vêtue d'une robe jaune et de cheveux bouclés soigneusement coiffés a crié « Pour qu'Isnelda lui donne des gants !» Et elle commença à les lui retirer brutalement. Le bras d'Isnelda était couvert de contusions et palpitait de douleur. Elle pressa sa main contre elle. Senia Bantar s'est moquée du fait que c'était ce dont une fille avait besoin. Et derrière elle se tenait Bella Bantar, observant impartialement. Notre héroïne, lissant ses cheveux, sourit. Elle a regretté que le déjeuner ait pris un peu plus de temps. Bella a affirmé que personne n'avait besoin de ses excuses et que personne ne les écouterait. Elle l'a pressée de se déshabiller et de rendre ce qu'elle avait pris. Elle assura qu'un tel spectacle la rendait malade. Isnelda marmonna quelque chose et commença à déboutonner à la hâte les boutons de sa cape de fourrure. Elle s'est dépêchée, mais ensuite les cousins ont remarqué le paquet qui était entre les mains de la jeune fille. Senia a demandé ce qu'elle avait dans les mains, a reconnu le paquet d'Arsonov et l'a arraché des mains de son cousin. Bientôt, la blonde à la robe jaune montra ses gants en dentelle à sa sœur. Elle a déclaré avec un sourire qu'ils étaient parfaits pour sa cérémonie de fiançailles. La jeune fille demanda impudemment à Isnelda « Daignait-elle les donner ?» rappelant qu'elle a pris leurs vêtements aujourd'hui, lui rappelant que ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle leur est redevable, qu'elle vit dans leur maison depuis longtemps. Je lui ai demandé combien de temps elle prévoyait de rester ici. L'homme les regardait depuis le balcon. Bella a affirmé qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles son oncle était un grand magicien, et elle était surprise que sa fille puisse être si inutile. La jeune fille s'éloigna avec une cape sous une main et un sac de gants dans l'autre, la tête haute. Isnelda se persuada d'être patiente. Après tout, un jour, elle quittera cet endroit. La jeune fille vient de voir l'homme sur le balcon. Elle a demandé à son père depuis combien de temps il était là. Isnelda regarda aussi son oncle. Il la regarda d'un air absolument froid, comme si elle était vide. Senia a affirmé qu'elle et sa sœur n'étaient un que des anges, qu'ils lui ont permis d'entrer dans la maison uniquement avec des gants. Elle haussa les épaules et dit que cette maison... Mais elle remarqua qu'on ne l'écoutait pas. Elle lança un regard noir à sa cousine. Elle a demandé comment elle avait osé l'ignorer, et elle lui a donné une violente claque sur la poitrine. J'ai été surpris que la fille paraisse complètement sourde. Senia se demandait où l'on voyait que les gens étaient ignorés de cette façon, et les yeux de notre héroïne étaient déjà remplis de larmes. Elle s'est convaincue de ne pas pleurer. Aussi offensant soit-il, il fallait tout endurer. Une fille en robe jaune s'est approchée et a attrapé l'orphelin par le col. Mais le gars qui est arrivé à temps lui a attrapé la main. Il ordonna à Sénius de s'arrêter. C'était Garrick Bantar, le frère aîné de cette famille. Il avait des traits masculins, des yeux verts et un nez droit et pointu. La sœur lui a demandé de le laisser partir. Mais il a dit avec colère à sa sœur d'arrêter d'intimider la jeune fille. Le blond lui reprochait son insolence, puisqu'il s'imaginait être un chevalier. Je lui ai demandé pourquoi cela lui importait. Le gars reprochait à sa sœur de faire beaucoup de bruit dans la maison, et se tournant vers Isneld, il lui demanda gentiment si elle allait bien.
Il ajusta le volant sur son épaule. La jeune fille lui retira la main. Elle a assuré que ses sœurs lui faisaient juste une mauvaise blague. Elle lui a demandé pardon. Et assurant qu'elle était déjà assez fatiguée aujourd'hui, elle voulut aller se reposer. À ce stade, Isnelda s'est retournée et s'est éloignée, laissant ses cousins perplexes dans le hall du domaine. Senya était furieuse. Elle a crié à l'orphelin qu'elle ne vivait pas ici pour rien, et elle voulait qu'elle quitte leur maison le plus vite possible. Le gars s'occupait d'elle avec attention. Notre héroïne nous a ouvert les portes de sa chambre sombre. L'ombre de son corps tombait sur son lit soigneusement fait. Isnelda sortit un petit coffre de sous le couvre-lit. Avec un bruit sourd, elle le posa sur le sol au milieu de la pièce. D'un mouvement habile de ses doigts, elle ouvrit le mécanisme caché. Le couvercle s'ouvrit en un clic, révélant le contenu soigneusement plié. La jeune fille a ramassé un minéral bleu qui lui avait été offert par M. Hazan pour son anniversaire. Elle remarqua que sa couleur avait changé. Après tout, avant, le minéral avait une couleur différente et brillait beaucoup plus fort. Senya a expliqué à son stupide cousin que c'était une pierre magique, et son énergie s'est tout simplement épuisée. Isnelda en était triste, et le cousin a assuré que si le propriétaire était un magicien, la pierre brillerait toujours. Elle lui reprochait d'être si stupide. On savait qu'un vrai magicien crée de la magie avec ses émotions. La pierre magique absorbait le pouvoir de celui qui la détenait, changeant sa couleur et son éclat. Si vous pouviez créer une telle pierre et la remplir de magie, vous pourriez devenir un génie, et peu importe où vous étiez, vous pourriez survivre seul. Isnelda serra la pierre dans ses mains et la pressa contre ses lèvres. Je lui ai demandé de répondre, et donne-lui la force de quitter cet endroit. La jeune fille était assise à genoux. Elle se dit qu'elle en avait assez de la colère, de la tristesse et du vide qui l'envahissait. Elle supplia la pierre de répondre à son appel. Mais le minéral restait sombre et terne. L'orpheline a saisi la chaîne contenant le minéral et l'a jeté avec force dans le coin le plus éloigné de sa chambre. Il s'est roulé par terre. Isnelda était d'accord avec les paroles de sa cousine, qu'elle est complètement inutile et incapable de quoi que ce soit. Elle baissa la tête de désespoir et resta assise là pendant un moment. Il lui semblait que cet enfer serait avec elle pour toujours. On frappait avec insistance à la porte de sa chambre. La voix l'appela, étant sûre que la fille était dans sa chambre. Elle tressaillit de surprise. Les larmes n'étaient pas encore séchées de ses yeux. Le gars a dit à Isnelda que c'était lui. La fille est allée l'ouvrir. Les portes grinçaient en s'ouvrant. Le cousin aîné Garrick se tenait sur le seuil. En franchissant le seuil, il rit de contentement, comme pour lui-même. Il gardait les mains dans les poches. Isnelda est devenue méfiante. Elle a demandé à Garrick ce qu'il faisait ici. Il a déclaré effrontément qu'il pouvait être n'importe où dans la maison de son père. Il a demandé l'avis de la jeune fille si c'était sa maison. Elle tremblait de partout. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait dire. Le gars sourit. Il a dit que son père aimerait lui parler. Isnelda a signalé qu'elle devait changer de vêtements. Après tout, c'était les vêtements de Bella. Elle s'est donc empressée de le restituer à son propriétaire. Elle a promis de descendre bientôt. Le bureau était faiblement éclairé par une seule lampe posée sur la table. Il y avait aussi un stylo, des livres, des notes et divers papiers commerciaux. Le meuble mural était rempli de livres de collection. La jeune fille a demandé à son oncle la permission d'entrer. L'homme fumait un cigare. Il savait que sa nièce rencontrait M. Noah aujourd'hui, et il a été surpris d'avoir appris cela de tiers. Isnelda a confirmé ses propos. Elle a affirmé qu'ils étaient juste en train de déjeuner. L'oncle a accepté son excuse. La fille a décidé de parler. Elle a dit à son oncle qu'elle avait vraiment besoin de lui dire quelque chose. Et elle leur a fait part de sa décision de commencer une vie indépendante, sans plus les alourdir de sa présence. L'homme frappa la table avec sa paume. Il leva le doigt pour insister. Il a dit qu'elle disait des bêtises. J'ai été surpris par sa déclaration de partir pour toujours et de vivre seule, même si elle ne peut toujours rien faire toute seule. Isnelda était sûre que les enfants, ayant grandi, n'avaient plus besoin de la surveillance de leurs aînés. Elle a exprimé sa gratitude pour le fait qu'il l'ait élevée jusque-là. Mais elle ne pouvait plus compter sur lui. L'oncle de notre héroïne lui tenait le front avec la main. Il a assuré à sa nièce qu'elle parlait de ce qu'elle ne savait pas. Que le monde n'est pas si simple. Les yeux d'Isnelda étaient rouges. Elle ne savait pas quoi répondre à son oncle. Et elle a compris que ça ne marchait pas pour elle. Il ne veut même pas l'entendre. Pendant ce temps, l'homme avait déjà éteint son cigare sur le cendrier. J'ai dit à ma nièce qu'elle devrait arrêter de dire des bêtises et se préparer à sortir dans le monde. Il a dit qu'il voulait qu'elle assiste au bal à l'occasion des débuts de sa fille Senya. Il allait présenter sa nièce comme une jeune connaissance de sa famille. Le chef de famille s'est plaint de maux de tête.
Il a précisé que l'événement aurait lieu le lendemain de son anniversaire. La jeune fille était surprise de faire ses débuts en tant que roturière. L'oncle a assuré que personne ne s'en souciait. Mais ensuite, sa plus jeune fille a fait irruption. Elle était catégoriquement opposée à ce que sa cousine l'accompagne à ses débuts. L'homme a réprimandé sa fille pour avoir encore écouté devant la porte. Il lui a demandé quand elle commencerait à se comporter comme une noble dame. Mais Senia a déclaré qu'à son avis, ce n'est pas le problème le plus important actuellement. La fille était hystérique comme une petite fille. Elle a crié qu'elle voulait faire ses débuts seule, et il ne veut pas du tout de la présence de son cousin orphelin. L'homme avait un sacré mal de tête. Il lui tenait la main, et il a ordonné aux deux filles de se taire et de sortir de son bureau. Bientôt, la porte claqua derrière eux. Senia était hors d'elle de colère. Elle a exigé que sa cousine retourne au bureau et lui dise qu'elle n'irait pas au bal. Elle a affirmé qu'elle ne voulait pas la voir lors d'un jour aussi important pour elle. Isnelda lui a assuré qu'elle-même ne comprenait pas comment cela s'était produit. Elle a juré la vérité de ses paroles. La blonde lui a demandé de ne pas la faire rire. Elle pensait qu'elle dormait probablement et voyait comment l'ennuyer. Elle a essayé de faire honte à sa cousine en lui secouant le doigt. Senia a adopté une pose bras sur les côtés. Elle a soutenu que si elle pouvait l'amener, qu'il en soit ainsi, elle lui permettrait de venir. La jeune fille ne comprenait pas de qui il parlait. La blonde reprochait à Isnelda d'être lente d'esprit. Elle parlait d'Edwan seul. Elle lui a demandé de l'inviter au bal des débutantes. La jeune fille recula. Senia a entendu dire que le gars serait bientôt diplômé de l'académie. Et il était presque déjà chevalier. Un chevalier prometteur et merveilleux de la Fondation Crunch. Et son rêve était de recevoir une bague de sa part lors de sa cérémonie de remise des diplômes. La jeune fille croyait que si cela se produisait, elle deviendrait la débutante la plus célèbre cette année. Rien que d'y penser la rendait heureuse. Mais Isnelda n'était pas sûre de pouvoir convaincre le gars. Isnelda considérait que cela était de mauvais goût. Mais sa cousine l'informa qu'elle n'était désormais plus en mesure de refuser. L'orpheline ne voulait pas inviter son amie d'enfance, car elle ne voulait pas montrer à Ed ce qu'elle était devenue maintenant. Senia attrapa la jeune fille par les cheveux et commença à la secouer. Elle a crié qu'elle n'osait pas ignorer sa demande et se moquer d'elle. Isnelda a demandé à la laisser partir, disant qu'elle souffrait tellement. Elle s'est débattue, mais son pied a accidentellement glissé. À ce moment-là, le gars a poussé le délinquant. Il a crié à Senia qu'elle avait repris ses anciennes habitudes. Ma sœur était indignée qu'il sorte constamment de quelque part et la dérangeait. Elle lui a suggéré de partir. Garrick a rompu la fille. Il gardait son cousin sous sa protection. La sœur a continué ses attaques verbales contre lui. Elle lui a suggéré d'arrêter d'apparaître partout. Elle a dit qu'il était superflu ici. Elle pointait du doigt et disait au gars de partir maintenant. Et Isnelda a prévenu que si elle n'invitait pas Edvan, elle pourrait le regretter beaucoup plus tard. Isnelda exhalait des émotions excessives. Elle se sentait fatiguée. Et je voulais m'allonger le plus tôt possible. Garrick a demandé à la jeune fille si elle était toujours en contact avec Edvan. Son visage était déformé par une grimace méprisante. Le cœur de notre héroïne a bondi hors de sa poitrine. Elle pressa sa main meurtrie contre sa poitrine. Isnelda et Garrick se tenaient sur une plateforme en bois, et les vagues éclaboussaient en bas. La jeune fille l'a supplié d'arrêter. Derrière eux se tenaient les trois amis du type. Le cousin tenait l'enveloppe avec désinvolture. Il a dit à la jeune fille qu'il ne lui donnerait la lettre que si elle allait à l'eau. Il lui a demandé ce qui n'était pas clair pour elle. La jeune fille regarda les vagues éclaboussantes. Des tremblements commencèrent à frapper son corps. La chair de poule lui parcourut le dos. C'était comme si des chaînes en acier enveloppaient son corps. Elle a commencé à gémir. Les gars sur le rivage se moquèrent d'elle. L'une d'elles a dit qu'elle était complètement idiote et qu'elle ne pouvait même pas entrer dans l'eau. Un autre a insisté sur le fait que toutes les filles ne savaient pas nager. Le troisième l'a trouvée plutôt mignonne lorsqu'elle s'est mise à pleurer. Les gars ont suggéré à Garrick d'ouvrir la lettre. Ils voulaient savoir pourquoi la jeune fille était si embarrassée. Un autre a dit que ce devait être une lettre d'amour. La fille a demandé au gars de ne pas faire ça en secouant la tête. Les yeux du cousin s'illuminèrent d'une mauvaise lumière. Il a demandé pourquoi il devait écouter ces demandes stupides. Il déchira rapidement l'enveloppe et commença à lire. « Sir, j'ai été très surpris par la photo que vous avez envoyée. Seulement 3 ans se sont écoulés. Il s'avère que les garçons grandissent si vite. Je suis heureux que tout va bien pour vous dans la capitale. » La jeune fille lui a mentalement demandé d'arrêter. Après tout, ce sont les souvenirs qu'ils ont partagés avec Edvan. Et personne d'autre n'a osé le lire. Elle lui a crié d'arrêter. Garrick a trouvé que c'était une activité très amusante. Clarifié où il s'est arrêté. « Je t'enverrai aussi une photo de moi.
Le type déchira furieusement le papier. Il a crié qu'elle était folle de tel ou tel visage pour envoyer ses photos à ses amis. Il a demandé que si elle laissait tomber ses tresses et se promenait en faisant des yeux, alors elle s'imaginerait être quelqu'un d'important. Il attrapa la fille par les cheveux et commença à la serrer très fort. La jeune fille a dit qu'elle souffrait et a demandé à la laisser partir. Le gars lui a proposé de choisir. Soit elle saute à l'eau, soit elle se coupe les cheveux. Il lui a tiré le crâne en arrière, lui causant de la douleur. Il a assuré que si elle choisissait la deuxième option, il lui couperait personnellement les cheveux magnifiquement, qu'elle oubliera comment envoyer des photos à toutes sortes de salauds. Soudain, la fille avait déjà une courte queue de cheval, et le type lui a demandé grossièrement si elle avait envoyé des lettres à ce salaud. Il a aboyé en disant qu'une autre échymose sur l'autre bras la ramènerait à la raison. Isnelda se frotta les poignets. Elle répondit timidement qu'elle ne l'avait pas envoyé, que Senia l'a mal comprise, qu'elle était tellement occupée qu'elle n'avait même pas le temps de penser à Edouane. Le gars a rapidement réduit la distance avec elle. Il se tenait au-dessus d'elle, menaçant comme un rocher. La jeune fille frémit involontairement. Garrick lui a ordonné de se taire. Il posa la main contre le mur derrière elle. Il a assuré que de toute façon, il n'y avait personne dans cette maison qui prendrait soin d'elle à part lui. La jeune fille hocha docilement la tête. Le gars attendait qu'elle dise qu'elle comprenait. Il aimait quand elle était obéissante. J'ai donc décidé de ne pas lever la main contre elle. Il sourit avec contentement. La jeune fille entra dans sa chambre en titubant de fatigue. Elle vient de s'effondrer sur le sol à côté du lit. Des larmes coulèrent de ses yeux. Elle fit un effort, essaya de les retenir et les essuya du poing. Le coffre dépassait sous les couvertures. Garrick est alors arrivé si soudainement qu'elle l'a caché sous le lit. Mais si quelqu'un avait vu sa poitrine, il est peu probable qu'elle aurait échappé à la punition. Et maintenant, elle se reprochait son insouciance. Elle tenait entre ses mains la première lettre d'Edouane. Il y a 7 ans, après l'accident qui lui a enlevé ses parents, Isnelda a dû se séparer de sa seule amie. Edouane était le petit-fils de la vieille Urta, qui travaillait dans leur maison. Mais lorsque la jeune fille a rejoint la famille Banter, M. Azent a aidé le garçon à entrer à l'académie. La jeune fille pensait que ce serait bien si elle pouvait aller étudier avec lui. Après que le fonds ait commencé à être géré par Noah Azent, un élève du père décédé de la jeune fille, les normes de soutien aux orphelins ont commencé à revenir à la capacité de prioriser. Et pour recevoir un soutien digne, il fallait avoir des talents exceptionnels. Mais Isnelda n'avait aucune capacité. Par conséquent, même pour elle, la fille du directeur général, il ne pouvait pas faire d'exception. Notre héroïne a relu la lettre d'un ami. Il a écrit « Bonjour Isnelda, je viens de rentrer au dortoir après la cérémonie d'ouverture. Mon voisin est toujours une épine. Mais heureusement, cela ne divise pas les gens selon leur position dans la société. En ce moment, il se tient derrière moi et me harcèle de questions. Je me suis excusée de finir ma lettre ici aujourd'hui. Dans la lettre, il promettait de tenir sa promesse. Il viendra certainement à sa rencontre lorsqu'il deviendra chevalier. Je lui ai demandé de ne pas oublier et d'attendre. Elle écrivait très souvent à Isnelda. Mais depuis 1 an, elle n'avait pas reçu ses lettres. Elle pensait que si quelque chose lui était arrivé, Monsieur Azan le lui aurait certainement dit. Peut-être que j'étais occupée ou que je l'avais simplement oublié. Parfois, l'héroïne imaginait que le gars ressemblait à un prince montant à cheval, et la sauve de cet enfer. Après tout, il était son premier amour précieux. La jeune fille s'est assise et a pleuré, pressant l'enveloppe contre son visage. La jeune fille, ayant pleuré, s'allongea sur un oreiller recouvert d'une couverture. Soudain, on frappa à sa porte. La voix demanda à Isnelda d'ouvrir la porte. La serrure de la porte s'enclencha. La silhouette d'un type apparut sur le seuil de la pièce. Le 2 pièces fut surpris par son arrivée. Garrick portait de la nourriture sur un plateau dans ses mains. Il a dit que comme elle n'était pas venue prendre le petit déjeuner, il lui avait apporté une collation. La jeune fille jeta un coup d'œil au plateau. Il y avait des œufs brouillés, des saucisses, du bouillon et du pain. Elle pensait que c'était une nouvelle raison pour que le gars vienne aujourd'hui. Isnelda a regretté de ne pas se sentir bien aujourd'hui. Il réalisa que la fille le mettait à nouveau en colère. Il lui a tout apporté ici. J'ai été surpris qu'il soit difficile d'accepter simplement de la nourriture de sa part. Il a demandé à la jeune fille pourquoi elle mettait autant de temps à s'effondrer. J'ai été surpris qu'elle soit toujours en colère contre lui à propos de son poignet. En réponse, la jeune fille déglutit nerveusement. Le gars lui a assuré que s'il avait su que le poignet d'une femme était si fragile, il ne l'aurait pas serré si fort. Et des larmes coulèrent sur ses joues. Il a blâmé le fait qu'elle tournait sur lui-même à ce moment-là. C'est pourquoi tout s'est passé de cette façon.
et la jeune fille se souvint d'un bouquet de fleurs posé à ses pieds. Il a affirmé qu'on lui avait dit qu'elle assisterait au début de Senya avec elle. Isnelda a répondu que tout se passerait probablement ainsi. Carrick a suggéré dans ce cas pourquoi ne pas travailler ensemble en tant que partenaires. La fille lui a demandé à nouveau. Il a affirmé qu'elle était une roturière, donc il n'en était même pas sûr. Après tout, ce serait probablement dommage qu'une jeune fille fasse ses débuts sans partenaire. Par conséquent, le gars était prêt à l'accompagner, en supposant qu'elle n'ait personne en tête de toute façon. La fille est devenue triste. Il lui a aboyé pourquoi elle ne répondait pas. Il était en colère parce que son offre de partir ensemble ne lui convenait pas. Elle bégayait un peu et affirmait que tout n'était pas si simple, qu'elle a déjà un partenaire. Le gars a demandé de quel genre de blague il s'agissait. Il ne se souvenait pas qu'elle ait été proche d'un des gars, et il doutait que ce soit Roel. Le type avait déjà levé le poing sur elle. Isnelda recula prudemment à petits pas. Elle a répondu « Bien sûr que non. Et j'ai essayé de trouver quelque chose pour moi-même. » Après tout, Garrick n'aurait pas dû l'accompagner. Il lui fallait une excuse convaincante. Et puis une idée lui vint. Elle a dit que M. Azant irait au bal avec elle, que Noah Azant serait son partenaire. L'homme a dit à son père que les débuts de Senya leur coûteraient très cher. Il s'agissait de Roel Bontard, le fils aîné de la famille Bontard. Il a ajouté qu'en outre, l'entreprise dans laquelle ils avaient récemment investi subissait des pertes. Il m'a conseillé de réduire les dépenses pour la soirée. Le père a dit à son fils de ne pas le faire rire. J'ai conseillé à mon fils de demander à M. Azan de donner à la fille une allocation pour le mois suivant. Roel lui a demandé s'il avait clarifié cette question plus tôt. Il parla à l'oreille de son père, que le montant de l'allocation mensuelle d'Isnelda était supérieur à 2000 juments. Avec cet argent, vous pourriez acheter un titre. Mais tout cela prendra fin lorsque la fille atteindra sa majorité. De plus, elle n'avait toujours aucune idée du montant de son allocation. Et si ça arrive un jour, ce sera mauvais. Le père a crié après son fils. Il a également reproché à son frère d'avoir donné l'intégralité de son héritage à Azen, que son frère est devenu magicien et est devenu professeur assistant à l'académie. Et avant de devenir maître de la tour magique, il est mort alors qu'il se rendait à l'anniversaire de sa fille. Après tout l'argent et les avantages de la tutelle auraient été les siens si son frère était resté en vie. Il considérait Isnelda comme responsable de la mort de son frère. Il pensait qu'elle devrait être reconnaissante de dormir sous son toit. Le fils a reproché à son père d'avoir parlé à Isnelda de ses débuts. Après tout, sa robe à elle seule en valait la peine. L'homme croyait que la nièce était allée faire face à son père. Même si, pas complètement, il a demandé à son fils s'il comprenait de quoi il s'agissait. Roel a clarifié ce que son père voulait dire. L'homme était surpris de voir comment, avec un tel cerveau, il allait diriger toute la famille. Il a demandé combien de personnes, selon lui, attendaient que la fille grandisse. Il a dit que M. Adlon était prêt à payer une somme importante. Il montra la lettre en l'agitant. L'homme ne voulait pas la laisser devenir indépendante. Mais même si elle partait, j'allais lui demander chaque pièce pour l'élever. Il pensait que si M. Azan découvrait tout, des problèmes surgiraient. Après tout, ayant entendu dire que la fille qu'il fréquentait s'était soudainement mariée, il pouvait tout comprendre très mal. Il a dit à Roel de surveiller et de se souvenir de ce que faisait son père. Le gars se tenait allongé comme s'il était en position. L'homme a fait valoir qu'il ne fallait pas se débarrasser à la hâte de la poule aux œufs d'or. M. Noah Azant était assis dans le bureau scientifique, adossé au dossier d'une chaise rembourrée. Une table avec des manuscrits, des hologrammes, tout indiquait un processus de travail. Un jeune homme est venu vers lui. C'était Jerry, le secrétaire en chef de Noah. Il se tourna vers son patron. Dans ses mains, il tenait un dossier contenant des documents commerciaux. Jerry a rapporté que des rumeurs circulaient. Ce baron Bontard va arranger le mariage. Mais sa fille Bella avait déjà un mari en tête et était fiancée avec lui. Et Senya n'avait de relation avec personne. Noah a dit que tout était clair pour lui. Il a permis au secrétaire de partir, mais il a soutenu qu'il était impossible de tout laisser au hasard. M. Azan a soutenu que Jerry n'avait tout simplement rien de mieux à faire. Le gars s'est figé sur place. Son patron affirme que, contrairement à certains, il a encore quelque chose d'urgent à faire. Je lui ai demandé de partir. Lorsque la porte a claqué, Noah s'est assis près de la fenêtre et a commencé à regarder à l'intérieur. Il pleuvait dehors. Bientôt, il aperçut une silhouette féminine solitaire, vêtue d'un manteau et d'un chapeau. C'était Isnelda. Il se souvenait d'elle comme d'une petite fille, tellement incroyable et joyeux. Et maintenant, ses bottes éclaboussèrent les flaques d'eau de la rue. La porte du magasin s'ouvrit au son d'une cloche. Une voix de jeune fille dit bonjour à Tante Pidge.
La femme jeta un coup d'œil de côté au nouveau venu. Une jeune fille se tenait sur le seuil. La femme salua Isnelda. Elle était surprise, haletante, du temps qui s'était écoulé depuis qu'elle ne l'avait pas vue. Le propriétaire hospitalier du magasin a gentiment demandé à la jeune fille si elle souhaitait commander comme d'habitude. La fille a demandé du chocolat au raisin, et bientôt sa main glissa une barre de chocolat avec 2 enveloppes de lettres en dessous. La jeune fille la remercia à voix basse. La femme a compris que la fille traversait une période difficile. Elle se demandait pourquoi le 2e fils d'une telle famille ne pouvait pas envoyer une lettre normalement. Pendant ce temps, Isnelda écrivait avec un stylo sur du papier. Elle était adressée à Noah Azent. Dans ce document, elle lui demandait d'arriver, si possible, un jour plus tôt que l'heure convenue. Elle a fait part du caractère inébranlable de sa décision. Elle a également demandé dans la note de ne pas se soucier des cadeaux. Le papier a rapidement été scellé dans une enveloppe. La jeune fille a demandé si des lettres lui étaient arrivées personnellement. La femme secoua la tête avec une grimace. Elle lui a assuré qu'elle lui avait dit qu'elle lui remettrait n'importe quelle lettre. Mais malheureusement, je n'en ai jamais reçu. La jeune fille ne pouvait même pas imaginer à quel point Ed devait être occupé en ce moment, car la remise des diplômes aurait bientôt lieu. La femme a affirmé qu'étudier à l'académie n'était pas une tâche facile. Après avoir précisé à quel corps appartenait l'ami, elle ajouta qu'il était solide. La jeune fille a rapporté qu'ils venaient de loin pour inviter le diplômé, que le chevalier a prêté allégeance à la dame, et elle lui confie son avenir s'il lui offre une bague avec son nom gravé dessus après l'obtention de son diplôme. Je pensais que c'était romantique, comme dans les contes de fées sur les chevaliers. La fille soupira. Madame Pidge lui a demandé si elle voulait toujours envoyer une lettre au garçon. La femme a conseillé d'envoyer un message au cas où. Qui sait, peut-être que cette fois la réponse lui parviendra. Mais Isnelda pensait qu'elle ne voulait pas qu'Ed la voie comme ça maintenant. J'avais besoin d'avoir l'air confiant, briller pour que tout le monde puisse voir à quel point elle est heureuse. Après tout, elle avait été ridiculisée par tout le monde depuis que Garrick lui avait coupé les cheveux il y a 4 ans. Ses cousins la traitaient de fille stupide et amoureuse. Mais il lui était facile de supporter des insultes dirigées uniquement contre elle. Mais ensuite, les gens ont commencé à calomnier Edvan pour lui avoir écrit une lettre. Ils ont dit que le garçon avait simplement eu de la chance qu'il l'ait accepté pour étudier et qu'il lui ait même donné de l'argent. Ils trouvaient étrange qu'un montagnard étudie. Isnelda ne pouvait pas croire que c'était de sa faute si les gens autour d'elle commençaient à dire de telles choses à propos d'Edvan. Depuis lors, la jeune fille a écrit sa fiction à Edvan, pour ne pas voir sur le papier uniquement son ancien moi. C'était aussi pour caresser ma vanité. Plus d'1 an s'est déjà écoulé depuis qu'elle ne reçoit plus de lettres de son petit ami. Et aujourd'hui, dans une lettre, elle a félicité Edvan pour son diplôme de l'académie. Elle s'est dite convaincue qu'il deviendrait un excellent chevalier. Isnelda était assise, la tête appuyée sur le papier, se demandant quoi d'autre elle pourrait écrire à son amie d'enfance. Elle scella l'enveloppe et la tendit à tante Pidge. Elle a assuré aux femmes qu'elles pouvaient compter sur elle. La porte fit un « dilin », se fermant derrière le visiteur du magasin. Le temps s'était déjà adapté et le soleil brillait. La jeune fille déballa la barre de chocolat et commença à la déguster. Elle n'arrivait pas à s'habituer à ce goût étrange, et elle se demandait s'il lui manquerait en quittant cet endroit. 1 mois plus tard, le facteur apportait des lettres au portail. Il fit signe au propriétaire de prendre le courrier. Isnelda tenait une enveloppe à la main. Elle sourit en lisant de qui cela venait. Il la remerciait pour l'invitation. Ils ont promis d'attendre avec impatience la réunion. Telle fut la réponse de Noah Azent. La salle était déjà pleine d'invités. Des dames vêtues de tenues luxueuses et des messieurs dansaient, parlaient et s'amusaient simplement. La femme de chambre se tenait avec une brosse. Un autre ajustait la robe d'Isnelda. La jeune fille était devant un grand miroir. Un brouhaha se fit entendre d'en bas depuis la salle. La jeune fille ouvrit la porte et regarda par la fente. La femme de chambre a demandé si la fille attendait quelqu'un. Et elle-même frémit. La femme rigola et dit que beaucoup de temps s'était écoulé depuis que le monsieur s'inquiétait autant pour la fille. Un autre a affirmé qu'aujourd'hui était un jour important. Elle m'a conseillé d'arrêter les conversations insensées et de me mettre au travail. Isnelda marchait et ne comprenait pas pourquoi tous les domestiques riaient autant. La servante parla à l'oreille de la jeune fille. « Pour qu'elle ne s'inquiète pas, ce qui la rendra jolie. Cette miss s'est épanouie comme un bourgeon qu'il est temps d'arracher. » La jeune fille ne comprenait pas ce que cela signifiait et ce que cela signifiait. La servante a dit que la jeune fille n'avait pas un seul accessoire, même des gants. Isnelda hésita un peu. Elle se souvenait des gants. Mais Senia voulait vraiment les porter pour les vacances, alors elle les lui a offerts. La jeune fille a rappelé à sa sœur qu'ils étaient à elle.
que tu aurais au moins dû demander. L'aîné a assuré qu'ils auraient dû le dire plus tôt. Et maintenant, cela ne servait à rien de faire du bruit sans conscience. Isnelda reçut alors une réponse indiquant que les gants avaient déjà été préparés pour Senya. Elle pensait qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et M. Azant n'aurait pas dû être surpris si Senya achetait la même paire. Elle a également reçu plus d'un cadeau de M. Noah. Mais ce serait dommage qu'elle n'en porte pas devant lui. Et elle a réfléchi à ce qu'elle devrait choisir. Puis son visage s'éclaira d'un sourire. Sa main sortit une pierre magique d'un sac de couleur terne. La jeune fille le tenait sur une chaîne devant elle. Elle pensait que c'était aussi un cadeau de M. Azant. Avec des mouvements adroits, elle a mis le minéral sur sa main comme un bracelet. La servante fut surprise de voir à quel point il était possible de porter un bijou aussi enfantin. Mais Isnelda pensait que cette décoration était parfaitement adaptée à cette situation, restée immobile comme une poupée contre son gré. La jeune fille regarda la décoration décolorée. Je pensais que cela lui irait parfaitement, celle qui deviendrait la risée aujourd'hui. Senya était heureuse. Elle s'est vue dans le miroir et a dit qu'elle était tout simplement parfaite aujourd'hui. Comme un aristocrate doux et charmant de la tête aux pieds. Je pensais que je serais juste la star parfaite de la soirée. La jeune fille tournait devant le miroir. Après tout, pendant tout ce temps, elle attendait avec impatience le jour de ses débuts. Elle se souvint que ses filles l'évitaient depuis quelque temps. Ils l'ont traitée de fausse aristocrate qui s'est acheté un titre. Mais quand ils la verront aujourd'hui, ils n'oseront même pas grincer. Senya a demandé à son frère aîné Roel à quoi il pensait qu'elle ressemblait. Il l'a applaudi et lui a assuré que sa sœur cadette était une vraie beauté aujourd'hui. Il a déclaré qu'en général, un parent est choisi comme partenaire, avec une petite différence d'âge. Et il lui a demandé si elle voulait vraiment qu'il l'accompagne, et non Garrick. La jeune fille répondit avec dégoût. Quel genre de rustre était ce frère? Qu'il est probablement assis dans la maison de jeu comme d'habitude. Qu'il n'avait rien à faire pendant ses vacances. Le frère m'a rappelé que les débuts étaient aussi pour Isnelda. Senya était amusée par la façon dont ces deux-là dansaient. Roel a murmuré à l'oreille de sa sœur qu'aujourd'hui, l'orphelin serait accompagné d'un partenaire spécial. Mais c'était un énorme secret pour tout le monde. La jeune fille cria de surprise. Elle se demandait comment il était possible d'épouser le gros Adelon. Mais son frère lui a demandé de parler plus doucement. Jusqu'à présent, seuls eux, leur mère et leur père le savent. Senya pensait que c'était terrible. Elle savait que cet homme avait déjà une femme. L'homme s'arrêta pendant un moment significatif. La jeune fille a deviné que son père était simplement payé pour l'orphelin. Elle se sentait même un peu désolée pour la pauvre Isnelda. Roel a demandé à sa sœur de ne pas dire ça, que tout a été décidé pour le bien de la jeune fille. C'était mieux pour elle que de vivre dans cette maison, en écoutant chaque bruissement. En échange, devenez la jeune épouse de M. Adelon. Senya a dit à son frère qu'il y avait un problème. Je pensais que Garrick ne pouvait pas tenir cela pour acquis. Ici, l'homme devint méfiant et tourna la tête vers la porte. Il lui semblait que quelqu'un se tenait là et écoutait leur conversation. Il a demandé « Qui est là ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Il sortit en courant de la pièce mais ne vit personne dans le couloir. Roel se rassura que cela n'avait aucun sens, et un courant d'air a claqué la porte. La jeune fille pressa son frère de descendre dans la grande salle, sinon il risquait d'être en retard. L'homme a dit à sa sœur d'y aller, et il allait rapidement vérifier si son père allait bien et aussi la suivre. Senya lui a demandé de revenir le plus tôt possible. Pendant ce temps, Isnelda regardait par la porte entr'ouverte les invités dans le hall. Mais elle n'a jamais vu une seule blonde. Mais M. Noah Azan a bien dit qu'il viendrait. Elle était surprise qu'il ne soit toujours pas parmi les invités. La jeune fille avait peur qu'il soit occupé et ne pouvait donc pas venir. L'orphelin tournait sans cesse. Mais voilà que la cousine Senya est arrivée. Elle a demandé à la fille de rester immobile pour ne pas la rendre folle. Isnelda tourna la tête vers sa cousine et lui assura qu'elle réfléchissait juste un peu. Elle a demandé si elle allait à la salle de banquet. Senya a soutenu qu'il n'était pas convenable qu'une femme sorte seule. Elle était sûre que Roel viendrait bientôt l'accompagner. Puis elle réalisa que la jeune fille n'avait aucun moyen de connaître les règles des bonnes manières. Elle demanda pardon, reniflant avec dédain qu'elle parlait à quelqu'un qui n'avait même pas d'escorte. Senya a conseillé à l'orpheline de demander à Garrick de l'accompagner au pire. Il courait comme un chéri, mais la jeune fille a assuré qu'elle allait bien de toute façon. La débutante principale d'aujourd'hui a posé ses mains sur son visage, et Isnelda remarqua à quel point les gants s'harmonisaient avec sa cousine, contrairement à elle. Après tout, dans le futur, une belle vie l'attendait en tant que fille du baron Bantard, et elle-même disparaîtra d'ici à la fin de la journée. La jeune fille s'est persuadée de ne rien regretter. De toute façon, de tels gants ne lui auraient pas convenu.
Ses yeux se remplirent de larmes. Rowell entra et demanda à sa sœur si sa princesse l'attendait. Elle a demandé avec mécontentement pourquoi cela lui avait pris si longtemps. Le frère aîné lui a demandé de lui pardonner. Il a affirmé que désormais il pouvait sortir. Comme par hasard, il remarqua qu'Isnelda était là aussi. Il a dit que demain, elle aussi deviendra adulte. La jeune fille fut surprise. Et l'homme lui sourit et lui exprima ses félicitations. La jeune fille a dit qu'elle était surprise qu'il se souvienne de son anniversaire. Isnelda pensait que personne ne s'en souvenait. Sénia a assuré que tout le monde s'en souvenait, qu'ensuite ils le fêteront dignement avec toute la famille. Et maintenant, elle leur rappelait qu'il était temps pour eux de partir. Le cousin aîné s'éloigna bras dessus, bras dessous avec Sénia dans la grande salle. La porte s'ouvrit devant eux avec un grincement. Et Isnelda se sentait quelque peu mal à l'aise. La cousine aînée lui a souhaité un joyeux anniversaire, dont personne ne se souvient depuis 7 ans. Et quand quelqu'un est déraisonnablement gentil, il peut préparer quelque chose de mal. Un homme en uniforme de domestique disait à Miss qu'il était temps pour elle de sortir elle aussi. La jeune fille se reprit et frissonna involontairement. Mais il lui saisit la main. La jeune fille avait vraiment peur. L'homme a affirmé que ses portes n'étaient pas pour elle. Il lui propose de le suivre. Ils marchèrent dans un long et sombre couloir. Isnelda trouvait étrange que les domestiques l'appellent à mademoiselle et lui demandent de les suivre. C'était étrange qu'ils décident soudainement de devenir polis. Elle a également remarqué que ce couloir ne donnait pas accès à la salle où se déroulait le banquet. Elle doutait qu'ils s'y rendent. L'homme se tourna vers la jeune fille. Il a dit qu'aujourd'hui elle entrerait par une entrée spéciale, mais elle ne se souvenait pas qu'il y ait quelque chose de pareil dans cette maison. L'homme l'a convaincue du contraire. Isnelda pensait qu'elle était convaincue d'un mensonge. Après tout, même si elle n'était pas considérée comme un membre de la famille, elle a vécu ici pendant 7 longues années. Elle étudia ce manoir à l'intérieur et à l'extérieur afin de pouvoir sortir sans que Garrick ne s'en aperçoive. Et maintenant, la fille avait un mauvais pressentiment. Elle pensait que si elle les laissait l'emmener, quelque chose de grave arriverait certainement. La jeune fille glissa et tomba maladroitement. L'homme lui a demandé si elle allait bien, elle a assuré qu'elle était en sécurité. « Je n'ai juste pas l'habitude de me promener autant dans une robe aussi longue. » Le domestique proposa d'aider la jeune fille à se relever. Il lui tendit la main. La jeune fille le regardait avec ses yeux aux couleurs célestes. Alors qu'elle était déjà debout, l'homme la tenait toujours par le poignet. La jeune fille le remercia et essaya de libérer sa main. L'homme rougit involontairement. Pendant qu'il reprenait ses esprits, les servantes s'affairaient. Notre héroïne, soulevant le bas de sa robe, s'enfuit du mieux qu'elle put dans le couloir. Le serviteur a crié « Attrapez-la !» Isnelda se précipita comme le vent, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas les laisser l'attraper. La sueur coulait de son visage. Les domestiques étaient sur ses talons. L'homme a vu la jeune fille courir dans la pièce. Il ouvrit les portes, mais il ne vit pas la jeune fille dans la pièce. Il a commencé à jurer. Il a dit qu'il allait tout bouleverser ici. Un autre serviteur appela l'aîné pour lui dire qu'il avait vu la porte ouverte. Il a promis d'y venir bientôt. Et notre héroïne était assise, tremblante de peur, sous la fenêtre de cette pièce, vue de l'extérieur. Elle voyait et entendait tout à travers la vitre. En entendant des pas s'éloigner, elle reprit son souffle. Isnelda se demandait qui avait donné cet ordre. À en juger par le fait que Rowell l'ait soudainement félicité pour son anniversaire, il savait définitivement quelque chose. La jeune fille était assise dans les fourrés du jardin. Elle comprit qu'elle ne pouvait pas se rendre à la salle de banquet dans cet état. Et si elle s'enfuyait, elle n'aurait nulle part où aller si ce n'est la boutique de tante Pidge. Mais son oncle aurait pu lui faire du mal. Il était donc impossible d'y aller. En fin de compte, il ne restait plus qu'à retrouver M. Hazen. Celle qui s'est approprié son héritage et toutes ces années s'en est sortie avec un sou. La jeune fille savait que Noah Hazen était au moins un homme de parole. Il pourrait assurer sa sécurité jusqu'à ce qu'il tienne sa promesse il y a 1 mois. Elle décida de sortir rapidement du manoir. J'ai décidé de récupérer mes affaires en premier, et j'avais aussi besoin de me changer et d'enfiler des vêtements confortables. Elle monta tranquillement les marches. Isnelda fut alarmée par la poignée cassée de la porte de sa chambre. Elle l'ouvrit avec précaution. La porte en dessous a également été endommagée. Le craquement des charnières rouillées lui fit révéler sa présence. Le gars a immédiatement vu la fille. L'appela-t-il, pas même surpris qu'elle soit apparue. Dans sa main se trouvait une perche longue et épaisse. La jeune fille a demandé à Garrick pourquoi il était dans sa chambre, et qu'est-ce que tout cela pourrait signifier. Le type tenait un morceau de papier à la main. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Isnelda remarqua le chaos qui l'entourait. Et surtout, son coffre secret a été cambriolé, et son contenu a été endommagé,
ou gisait simplement sur le sol, éparpillée dans toute la pièce. Le cousin prit une de ses lettres dans le coffre qu'il tenait à la main. Il a soutenu qu'il aurait dû lui demander la même chose. Il lui a crié dessus furieusement, lui demandant pourquoi elle avait emballé ses affaires. La soirée illuminait déjà les étoiles du ciel. Un jeune portier se tenait près de la porte centrale du domaine du baron. Soudain, quelque chose craqua. Le garçon devina qu'il s'agissait d'un carrosse magique. Il montait même sans cheval. Le portier ne pensait pas que le banquet de leur baron réunirait un invité noble, digne de voyager dans un tel véhicule. Pendant ce temps, M. Noah Azant lui-même quittait les lieux en claquant la porte derrière lui. Le garçon balbutia un salut dans son uniforme. J'ai demandé à l'invité de donner son nom et sa famille. Le blond impeccablement habillé s'est identifié. Mais le portier ne l'a pas trouvé sur la liste. Il a demandé pardon et lui a demandé de nommer ses propriétés foncières, et il s'est immédiatement engagé à tout vérifier. M. Noah a soutenu qu'il n'était pas propriétaire du titre. Le garçon fut surpris. Noah Azant prétendait être un roturier. Le portier a déclaré que le nom de l'invité ne figurait pas sur la liste, et il a dit qu'ici, il était tout simplement impuissant. Il a demandé s'il avait apporté une invitation avec lui. M. Azant trouvait assez étrange que les secrétaires ne l'informaient d'aucune invitation du baron. Alors j'ai pensé qu'il pourrait se perdre quelque part. Je ne croyais pas que le baron ne puisse pas l'inviter. Il a affirmé que le mois dernier, il avait augmenté la location à sa demande. Et il fut surpris que le baron ne connaisse apparemment pas la gratitude. Le gaz à la porte était abasourdi. Un frisson lui parcourut le dos. Pendant ce temps, Senya approchait, accompagnée de son frère Roel. Elle a demandé qui était ce séduisant monsieur. Elle a dit à Hay que si un invité venait, sa tâche était de le laisser passer. J'ai demandé ce qu'il faisait ici, et elle a commencé à tweeter gentiment avec le blond, exprimant sa joie qu'il soit venu à sa première soirée. Senya s'approcha brusquement de l'homme. Noah a demandé pourquoi elle faisait ça. C'était impoli d'agir ainsi quand on était trop près. Il a demandé s'il pouvait retrouver Miss Isnelda Crunch. La fille lui a demandé pourquoi il avait besoin de cette fille, qu'elle doit être en train de se préparer. Elle a demandé comment elle savait tout elle-même. Et le regard froid de M. Noah m'a donné la chair de poule. Notre héroïne regardait son cousin comme un lapin devant un boa constrictor, avec des yeux de victime acculée. Il y avait de la confusion et de la peur sur son visage. Carrick était en colère. Les sourcils froncés et les rides rassemblées sur l'arête de son nez témoignaient de son état d'esprit. Les tiroirs des armoires étaient ouverts, et leur contenu y était partiellement suspendu. Le gars lui a demandé si elle savait que son père et ses sœurs préparaient quelque chose. Le gars était sûr qu'Isnelda elle-même ne voulait pas se marier. Il marcha avec sa botte sur un groupe d'enveloppes qui avait été rangé dans le coffre et qui étaient maintenant éparpillées sur le sol. La fille lui a demandé à nouveau. Elle a demandé où il avait entendu cela. Le gars a insisté sur le fait que Roel avait laissé échapper un mot. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait généralement pas dans cette famille. Ils se disputent entre eux, mais ils le considèrent comme un idiot. Carrick se demanda pourquoi la fille ne le lui avait pas dit tout de suite. Il lui rappela qu'elle pouvait lui demander de l'aide si quelque chose comme ça arrivait. Le gars a insisté sur le fait qu'il se grattait la tête tout le temps et pensait qu'elle voulait les fuir. Il ne pouvait pas imaginer à quel point elle devait détester ce mariage. Il lui a dit de ne pas avoir peur et de compter sur lui. Isnelda a insisté sur le fait qu'elle ne comprenait pas vraiment de quoi il lui parlait. La sensation de sang glacé dans ses veines, le bruit assourdissant dans ses oreilles, ne lui permettaient pas de comprendre le sens de ses paroles. Carrick, posant la main sur son cœur et souriant, dit à la jeune fille que maintenant il comprenait. Cela valait la peine de l'aider à s'échapper il y a longtemps. C'était parce qu'elle l'aimait bien. La fille a eu la chair de poule. Le gars a compris que c'était précisément pour cela qu'elle ne voulait pas épouser cet adelon cochon, et il a assuré que maintenant tout était éclairci. Il a dit à la fille de se préparer, l'invitant à s'enfuir ensemble. Isnelda agrippa le bas de sa robe et ses mains tremblaient. Carrick voulait qu'elle lui réponde. La jeune fille lui a demandé d'attendre et lui a suggéré de se calmer un peu. Il a demandé à savoir s'il avait raison dans ses suppositions. Le type s'est jeté sur l'orphelin. Elle s'assit et se couvrit les oreilles et la tête avec ses mains. Son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. Elle a dit que tu devais absolument t'enfuir d'ici. La jeune fille avait peur de Garrick. Il y a 7 ans, lorsqu'elle est arrivée pour la première fois chez son oncle. Il a mis un mille-pattes dans ses vêtements parce qu'elle a mangé une de ses 8 sucettes. Et il y a 5 ans, il l'a emmenée dans une ruelle pour une confrontation entre bandits. Puis il l'a quittée et s'est enfui. La jeune fille a ensuite pu revenir indemne, difficilement. Mais personne ne lui a ouvert la porte. Et elle a passé cette nuit à attendre silencieusement devant la porte.
et personne au domaine n'a remarqué son absence. Il y a 4 ans, les amis de Garrick se sont également joints à la persécution. Puis tous les 4 ont attaqué la jeune fille. Et cela l'a obligée à se couper les cheveux. 3 ans ont déjà passé depuis que le mec a commencé à rougir en se moquant de ses cheveux, et son attitude envers la fille a changé. Le simple fait de toucher son cou troublait ses pensées. Il ne la frappait plus comme quand ils étaient enfants. Il a simplement saisi avec force et a jeté des objets. Isnelda croyait que si elle endurait tout et souriait, elle survivrait d'une manière ou d'une autre. Pendant un certain temps, le gars est resté heureux et s'est comporté amicalement. Maintenant, il lui assurait qu'il était affectueux. Donc si elle ne lui donne pas de raison d'être en colère, tout ira bien. Et serrant ses épaules, il rapprocha son visage du sien. Le gars a dit à Isnelda que si elle était avec lui, elle pourrait être calme. Il l'embrassa sur la tête, et la jeune fille comprit que c'était de sa faute si elle avait laissé pousser ses cheveux, qu'ils avaient vu son visage, que son cœur battait. C'était de sa faute si elle avait reçu des cadeaux coûteux de M. Noah. Dans cette maison, elle existait simplement car elle continuait à vivre. La jeune fille avait les larmes aux yeux. Elle a rappelé au gars qu'ils étaient cousins. Il secoua la tête et assura qu'il savait ce qu'elle ressentait et ce qui l'inquiétait. Garrick lui assura qu'il n'y avait plus lieu de s'en inquiéter maintenant. Il a suggéré de s'enfuir à Langrad. Dans cet empire, les mariages se faisaient même entre cousins. La jeune fille sentit ses mains enchaînées. Elle serra fort les dents. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ses mains agrippèrent l'ourlet de sa robe. Elle parlait, perfectionnant chaque mot, qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle l'aimait. Garrick a assuré qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle ne l'aimait pas, et il sourit négligemment. Il affirmait qu'il comprenait tout sans mots. Après tout, elle était toujours timide et silencieuse, mais elle lui souriait toujours. Isnelda avait l'impression que des chaînes lui enchaînèrent la poitrine et emmêlaient tout son corps. Le gars lui saisit fermement la main. Il a dit qu'il n'était pas assez ignorant pour ne rien deviner. La jeune fille lui a demandé d'attendre. Le cousin était sûr que la fille voulait le rendre jaloux avec cette lettre à Edouane. Même si son habitude de flirter avec les mecs le rendait furieux, il était prêt à lui pardonner. Il a assuré qu'ils se marieraient bientôt, et tout ce dont elle avait besoin, c'était d'admettre son erreur. La jeune fille ne voyait autour d'elle qu'un enchevêtrement de chaînes de fer cliquetantes. Isnelda se dit qu'elle ne pouvait pas laisser ces mots la briser. Elle a commencé à se remonter le moral. Ce n'était pas sa faute ou cela n'avait pas d'importance. J'aurais donc dû m'excuser et continuer à sourire. Le gars la tenait par le poignet, et ses mains tremblaient. Elle s'est dit qu'elle devait tout faire comme d'habitude, qu'il suffit d'endurer et de vivre un autre jour comme aujourd'hui. Des larmes coulèrent sur le sol des yeux de la jeune fille. Elle se demandait combien de temps elle pourrait supporter tout cela. Elle ne voulait pas continuer à souffrir ainsi. Après tout, en fait, jusqu'à présent, elle avait dû endurer tant de choses. Elle se demandait pourquoi elle faisait ça. Elle ne voyait pas où était sa faute. Le gars a demandé pourquoi Isnelda pleurait. Je pensais qu'elle faisait ça par joie. Elle lui a demandé à nouveau. Garrick croyait que son cousin se sentait simplement ému et souriait avec insouciance de toutes ses dents. Mais la jeune fille se disait qu'après tout, ce n'était que de sa faute. Elle supplia bruyamment Garrick de s'éloigner d'elle, lui arrachant les mains de son emprise. Les chaînes de fer craquèrent et se tordirent sous les efforts de sa volonté. Le gars lui a demandé, abasourdi. Isnelda répéta qu'il devait la quitter, qu'il la dégoûte. Ses yeux brillaient. La fille a protesté parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle aimait le gars. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne lui appartenait pas et qu'il ne pourrait pas la bousculer à sa guise. Ses mains résistaient aux chaînes grinçantes. Isnelda affirma d'une voix ferme et décisive que même si Garrick n'était pas son cousin, elle n'aurait toujours pas épousé quelqu'un comme lui de sa vie. Même si c'était une question de sa vie. Le gars a crié qu'elle avait l'air complètement folle. Mais notre héroïne le regardait avec les poings fermés. Elle a crié qu'il était lui-même fou. Raz la considère comme une personne stupide incapable de riposter. Pour la première fois, elle a exprimé ouvertement son opinion en personne. Elle a dit qu'il avait raison, qu'elle s'en va. Mais désormais, elle ne le fera plus en secret. Après tout, que devait-elle fuir? Elle allait repartir d'ici la tête haute. Isnelda a dit non, elle lui a crié au visage, qu'elle en avait décidé ainsi, et telle était sa volonté. Garrick a ordonné à la jeune fille de se calmer. Il l'a menacée en lui disant encore un mot et il ne lui permettrait pas de partir d'ici. Elle a répondu qu'elle ne se souciait pas de ce qu'il disait. Elle partira d'ici par la porte d'entrée et debout, parce que c'est ce qu'elle voulait. Le gars a tendu la main vers son cousin. Il lui a crié de se taire et de fermer la porte. Ses émotions se sont transformées en une rage incontrôlable. Il lui attrapa les mains et la serra fermement.
La jeune fille criait et se débattait. Le minéral de son bracelet était devant le visage du gars. Soudain, du sang écarlate jaillit. La pipe du type lui est tombée des mains et a claqué sur le sol. Le gaz a tenu son visage et a injurié la fille, la traitant de garce. Il a vu du sang sur ses mains. Il a crié à Isnelda comment ose-t-elle lui faire du mal. Il a traité la fille de poubelle. Puis il a commencé à la menacer en lui disant qu'elle avait déjà fini. Mais Isnelda jeta la tête sur le côté et le renversa sur le dos. En tombant, l'homme a tenté d'attraper sa cousine par le bas de sa robe. Mais elle l'a adroitement esquivé. Il se releva en chancelant et se prépara à la frapper. Isnelda a essayé de trouver rapidement comment échapper à Garrick, blessée et enragée. Par terre, elle tâtait avec sa main la pipe que le type tenait auparavant à la main. Sans réfléchir, elle le frappa à la tempe. Le gars chancela. Sa tempe était ensanglantée. Isnelda n'avait pas peur. Elle était déterminée à se battre jusqu'au bout. Mais son adversaire tomba et ne bougea plus. Les mains de notre héroïne tremblaient. Elle a prié pour que Garrick ne meure pas. Mais après avoir regardé de plus près, elle réalisa qu'il était vivant et qu'il avait tout simplement perdu connaissance. Isnelda était assise par terre, confuse. L'idée lui vint que le gars pourrait bientôt se réveiller. Elle pensa qu'il valait mieux partir rapidement avant même qu'il ne reprenne ses esprits. Elle commença rapidement à fouiller dans la pièce, ramassant des objets éparpillés et les mettant dans le coffre. Après avoir rangé ses objets les plus précieux, elle décida qu'il était temps pour elle de partir. Mais elle se demandait où elle irait en ressemblant à ça. Ce chaos dans la pièce était semblable à son état interne. Elle ne pouvait pas l'enlever. Mais cela n'avait pas d'importance. Et personne ne l'enlèvera mais le déchirera simplement en morceaux. La jeune fille était assise, le visage caché dans ses genoux, et pleurait de fatigue morale de survivre ainsi tout le temps. Il y avait un brouhaha dans la salle. D'autres admiraient et disaient de regarder qui marchait là. Les talons claquaient sur le parquet. La fille était triste. Elle sentit à nouveau ses regards évaluateurs sur elle. Des regards dans lesquels on pouvait lire qu'elle n'était pas la bienvenue ici, comme des pierres sur le trottoir. Cela faisait déjà 7 ans qu'elle vivait sous ces regards. Elle a compris qu'elle n'avait nulle part où aller. Après tout, qui l'acceptera ainsi maintenant? Mais ensuite, elle entendit la voix de Senya. La fille a dit qu'elle les avait achetés. Je les commandais moi-même dans la capitale. Isnelda suivit la voix se faufilant entre les gens. L'homme lui a assuré qu'il ne faisait que demander. Et il pensait qu'il n'aurait pas dû être aussi en colère contre lui. La jeune fille a demandé pardon. Monsieur Noah Hazan, et c'était lui, a affirmé qu'il était simplement curieux. Il supposait que le baron était si pauvre qu'il devait envoyer sa fille faire ses débuts dans l'usine de produits prêts à l'emploi. La jeune fille lui reprocha d'avoir laissé entendre qu'elle ressemblait à une mendiante. Il semblait que de la vapeur était sur le point de sortir de ses oreilles. Monsieur Noah a affirmé qu'il avait vu des centaines de paires de gants similaires et que leur vue était déjà écœurante. Il a demandé pardon si ses paroles semblèrent grossières. Après tout, il n'appartenait pas à la noblesse. Mais il lui a conseillé de répondre à sa question. Où est son compagnon? Monsieur Hazan fut appelé par une voix de fille. Son cœur sortait de sa poitrine. Son visage était taché de larmes, et sur la main brillait un minéral magique bleu céleste. La blonde se tourna au son de la voix et se dépêcha de s'approcher d'elle. Il lui couvrit les épaules de son manteau. Il a dit qu'il allait obtenir un mandat de perquisition. Il a affirmé qu'il était heureux de la voir en sécurité. Isnelda était surprise qu'il l'attendît ici depuis tout ce temps, et elle espérait sincèrement que l'homme ne serait pas offensé par elle pour cela. Monsieur Hazan a demandé à la jeune fille si elle l'attendait. Elle le regardait de son regard bleu dans lequel on se noie comme dans la mer. L'homme lui tendit la main. Il prit la jeune fille par le poignet. Isnelda fit involontairement un pas vers lui, ne comprenant pas ce qu'elle faisait. Monsieur Hazan lui baisa galamment la main. Il a dit que ce serait un honneur pour lui de l'accompagner à cet événement. Le cœur de la jeune fille se mit à battre plus vite. Soudain, le cristal sur sa main commença à prendre de la couleur avec plusieurs bords. Isnelda ne pouvait pas comprendre comment il se faisait que la pierre magique commençait à s'excuser sous nos yeux. Le minéral commença à scintiller et à scintiller. La jeune fille en fut surprise. Après tout, il ne lui avait jamais répondu auparavant. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas le réveiller car elle n'était pas elle-même une magicienne. Monsieur Hazan s'adressa à la jeune fille. Demanda-t-il dans un murmure à son oreille. Pourrait-elle dire « Tristella » à voix haute? Isnelda ne comprit pas et demanda à nouveau. L'homme l'a convaincue de ne pas être timide. Et je l'ai pris et essayé. Il lui prit doucement la main par les doigts. La pierre a complètement pris une couleur bleu vif. Notre héroïne a repris courage. Elle inspira profondément comme si elle s'apprêtait à plonger dans l'eau. Et elle a clairement dit « Tristella ».
Soudain, des papillons voltigèrent autour d'elle. Un éclair de lumière illumina tout autour. Les invités du banquet regardaient tout cela la bouche ouverte de surprise. Et quelque chose d'inhabituel a continué à se produire autour d'Isnelda. Les papillons flottaient, la lueur s'éclairait. Et très vite, la jeune fille fut vêtue d'une chic robe de bal bleu. Un dos ouvert, des broderies dorées et la couleur bleu ciel. Tout cela était complété par un tissu léger et une jupe moelleuse. La jeune fille elle-même était tout simplement charmante dans sa nouvelle tenue. Isnelda elle-même avait l'air un peu confuse. En plus de sa tenue, elle portait également des accessoires pour le cou, les poignets et les cheveux avec des pierres bleues. Et aux pieds, ses chaussures habituelles ont été remplacées par des escarpins ornés de pierres de la même couleur. La fille s'est demandé ce que c'était. Elle-même ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle a demandé à M. Azent si tout cela lui semblait. Et quel genre de robe porte-t-elle? L'homme lui a assuré qu'elle devrait regarder autour d'elle et voir par elle-même. Isnelda suivit son conseil. Il s'est avéré que les yeux étaient fixés sur elle. Les gens poussaient des « ouh » et des « ah ah ». Elle a dit que c'était une sorte de magie. Une dame a affirmé qu'elle voyait un magicien pour la première fois. Et elle a fait l'éloge de la robe. L'homme a demandé qui était la fille elle-même, suggérant qu'elle était une magicienne de la famille Bantard. Il a dit que c'était un excellent début. Cet homme a demandé à Roel comment son père avait dû essayer d'organiser une telle soirée. Les filles entouraient Tsenia. On lui a demandé si quelqu'un dans sa famille était magicien. La débutante a affirmé qu'elle n'était pas au courant. Et Isnelda se demandait ce qui s'était passé et comment elle avait changé sa robe. Elle-même ne comprenait absolument rien. Elle se demandait aussi. M. Azent lui-même savait-il ce qui allait se passer? Et il but calmement du champagne dans un verre. Le baron Bantard, surpris, demanda à sa nièce la confirmation qu'elle était également magicienne. Il était surpris que la jeune fille ait gardé le secret jusqu'à présent. Elle a essayé de dire qu'elle ne le savait pas non plus. Il l'a accusée de continuer à se faire passer pour un agneau innocent. Il lui a assuré qu'elle aurait dû lui parler de ses capacités. Il lui a demandé si elle voulait détruire toute leur famille. L'homme en était conscient. Qu'un magicien n'est pas qu'une poule aux œufs d'or. C'était une véritable mine d'or. Il ne pouvait pas croire que sa nièce se cachait depuis 7 ans. Il s'est rendu compte que s'il avait tout découvert encore plus tard, il serait mort entre de mauvaises mains. Il lui reprochait d'avoir prévu de le tromper. Il a dit à haute voix que maintenant que tout avait été révélé, il réalisait qu'elle voulait s'échapper. Il comprenait désormais ses paroles sur l'indépendance et l'autosuffisance. Il attrapa la jeune fille par les épaules. Elle a dit qu'elle était comme son père. Son frère Argo a également fait rire la famille. La jeune fille a demandé à son oncle d'attendre. Elle a insisté sur le fait qu'elle souffrait énormément. Il continua à secouer la jeune fille par les épaules. La main du baron a été saisie par une main gantée blanche. L'homme a laissé partir la jeune fille et elle était sous la protection de M. Azent. Le blond demanda si le baron était sûr d'avoir choisi le bon moment et le bon endroit pour une telle conversation. Mais il a dit avec colère à l'invité de ne pas s'immiscer dans les affaires familiales. M. Noah a souligné que puisqu'il s'agit de questions familiales, elles doivent être discutées au sein de la famille. Mais cela ne semble absolument pas être le cas ici. Le chef de la famille Bantard a demandé à l'invité de quoi il parlait. Ses yeux étaient injectés de sang à cause d'un accès de colère. Désormais, tous les regards des invités étaient tournés vers la personnalité du propriétaire du manoir. Et leur joie et leur admiration ont fait place à des regards et des murmures condamnateurs. L'homme n'a réalisé que maintenant son erreur et ne comprenait pas quoi faire maintenant. Il ne pouvait pas croire qu'il s'était comporté de manière aussi indécente devant la noblesse. Il se retourna. Ses poings étaient serrés et tremblaient. Il comprit que tout était à cause de ce salaud de roturier Noah Azent, qui n'était même pas invité ici. Et tout le monde le regardait comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais il se considérait comme une victime. Le baron Bantard accusait le gamin Azent de tout. S'il ne s'était pas approprié la totalité de l'héritage, il ne se serait pas endetté. Après tout, s'il avait de l'argent, même si son entreprise faisait faillite, il aurait pu acquérir un titre plus élevé et offrir une vie meilleure à Isneld, s'il n'y avait pas Noé Azent qui lui a volé 400 000 de l'héritage de son frère. Le baron a demandé pardon à l'invité, et il a insisté sur le fait qu'il aimerait d'abord parler à Isnelda. Après tout, cette fille est restée silencieuse pendant tout ce temps, ce qui lui a causé des dégâts incommensurables. Monsieur Noah a demandé « Combien ?» Le baron lui a demandé à nouveau. Azent a clarifié la question. « Combien estimez-vous » Bantard toussa. Il ne savait même pas quoi dire. Monsieur Noah a insisté sur le fait que le montant n'avait pas d'importance. Quoi qu'il en soit, Miss Isnelda est capable de tout payer.
Le propriétaire du manoir lui a demandé à quoi il faisait allusion. Et j'ai déjà demandé à la fille si elle pouvait vraiment cacher l'argent. Un homme blond sirote convenablement une boisson pétillante dans un verre. L'horloge murale sonna 9 fois. Monsieur Noah Azent a déclaré que dans 3 heures, il serait minuit. Alors Mrs. Nelda deviendra majeure et héritera de toute la richesse de la famille Crunch. Les dames commencèrent à chuchoter. Ils se demandaient ce qui pourrait être hérité après 7 ans. Après tout le monde pensait que la totalité de l'héritage était transférée à la fondation. Monsieur Azent a expliqué. Les fonds de bourse ne sont pas seulement des œuvres caritatives, mais des investissements à long terme. Bien entendu, il comprenait que le montant des fonds diminuerait progressivement s'ils appartenaient à une personne ordinaire. Mais ce n'était pas comme ça avec lui personnellement. Le baron était d'accord avec l'orateur. Il a reconnu que Noah Azent était l'un des hommes les plus riches du pays, surpassant même de nombreux aristocrates. Mais outre sa richesse, il avait encore une particularité. Tout le monde ne le savait pas. Mais il y a 20 ans, Noah n'était qu'un orphelin maigre sans un sou en poche. Lorsqu'on lui a demandé qui était ce garçon, le professeur Argo a répondu qu'il était pupille de sa fondation, et aussi son premier élève. Il a affirmé qu'il était très triste que les orphelins ne puissent pas développer leur talent simplement en raison de leur origine ou d'un sort amer. Ils étaient émerveillés par lui, car l'homme lui-même était récemment devenu professeur, et il a déjà fondé un fonds de bourse. Argo a affirmé qu'il aimait faire ça. Le corps de l'homme gisait avec un bandeau rituel sur les yeux dans un cercueil, et le président du fonds était un orphelin à peine majeur. Noé se tenait devant la tombe de son professeur. Il disposait alors de 400 000 et de tous les droits sur le fonds. Ils ont dit que c'était impossible et ont supposé qu'il avait modifié son testament. Ils murmurèrent avec désapprobation que l'enfant dirigerait l'entreprise. On prévoyait que le fonds de Crunch allait bientôt s'effondrer. La femme a demandé à M. Noah pourquoi il refusait le parrainage. Il a répondu que son mari avait investi dans le fonds depuis sa création. Une autre dame a affirmé que beaucoup de gens faisaient cela, mais pas eux. Argo Crunchet était un mage promis à un avenir prometteur. Et ils ont tous été réunis par sa véritable bonne volonté. La dame a également déclaré que l'état actuel du fonds est déprimant. Après tout, depuis qu'il a commencé à le gérer, le fonds est devenu pourri et corrompu, qu'il participe à toutes les transactions privées et oblige les enfants à rivaliser. La fondation actuelle ressemble désormais à une guilde qui ne recherche que le profit. Noah Azent a souligné que le fonds n'a pas fait faillite. La femme était surprise que ce soit la seule chose qui le dérangeait. Elle lui a demandé s'il savait comment les gens l'appelaient maintenant. Crunch de chien fou. La dame se leva d'un bond. Les gens le voyaient sur le trône avec des crânes, et au pied de ses fougueux chiens enchaînés. La dame vêtue d'une jupe en dentelle duveteuse s'éloignait. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. Elle lui a assuré que quoi qu'ils disent, il ne verrait pas leur soutien. Bientôt, la porte claqua derrière elle. Et maintenant, lors de la première soirée, Noah a demandé en public à Mrs. Nelda « Se souvient-elle de ce qu'il y avait dans le testament que M. Crunch a laissé il y a 7 ans ?» La jeune fille a affirmé que son oncle en possédait une copie, mais elle-même n'a pas vu le testament. L'homme tenait ce parchemin dans ses mains. Il disait « Le siège du président est vacant depuis 5 ans. À cette époque, son élève Noah Azent prendra ses fonctions. Tous les biens reviendront au président. S'il reste des biens au bout de 5 ans, la décision de les vendre reviendra au président. » La jeune fille a compris pourquoi tout le monde était si agité le jour des funérailles. Isnelda a précisé qu'il restait une fortune, mais elle ne comprenait pas ce que cela signifiait qu'elle en hériterait. Noah commença à expliquer ce que M. Crunch lui avait dit, mais il fut interrompu. Le baron assura que tout cela n'était qu'un doux mensonge, et il fit tomber le parchemin avec le testament des mains de M. Azent. Isnelda a été surprise par les actions de son oncle. Elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il a crié brusquement à la fille de se taire. Il ne pouvait pas croire qu'elle soit tombée dans le piège de ce mensonge flagrant. Le baron a déclaré que selon le testament qu'il avait présenté, sa nièce ne recevrait même pas une pièce de monnaie de son héritage, qu'il a tenu le coup du mieux qu'il a pu. Il a également hébergé la fille de son frère actuel. L'homme était furieux, il a crié. Comment ose-t-il maintenant se présenter et donner à la fille tout l'héritage? Le baron se tenait au milieu de la salle de banquet, à la vue de tout le monde, gonflé de rage. Monsieur Azent lui a demandé si cela ne lui suffisait pas. Roel, le fils aîné du baron, était horrifié par ce qui se passait. Lui, comme personne d'autre, comprenait sous quel jour ce roturier les présenterait maintenant. Et Monsieur Noah Azent s'est montré fortement intéressé. Où sont passés les paiements, pas l'entretien de la fille?